Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné, avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Salut Thomas, bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis vraiment ravie du fond du cœur de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, je suis trop heureux d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, Julie, et tous tes mots très touchants que tu m'as dit juste avant qu'on commence à enregistrer. Ça fait plaisir. Eh ben, avec grand plaisir. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir faire cet épisode aujourd'hui avec toi. Et du coup, ce que je te disais effectivement auparavant, c'est que je t'ai vraiment découvert cette année. Je te connaissais de nom depuis quelques temps. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat en 2021. Je te connaissais de nom, mais j'avais jamais vraiment approfondi, on va Mmh. dire, le Thomas. Et cette année, je t'ai découvert avec le podcast surtout de Romain, il y a quelques mois, Mmh. qui est sorti. Et après, il y a eu, la couche vernis avec ton intervention dans le catching de, Oui. Geneviève. Je t'ai vu intervenir aussi pendant les tables rondes et franchement, je me suis dit: «OK, l'histoire, elle est géniale, le discours, j'adore, donc il faut absolument que Thomas vienne sur le podcast». Donc merci 1000 fois pour avoir accepté ça. Et aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton histoire. Hem, Avant de démarrer, est-ce que pour les personnes qui potentiellement ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Thomas, je suis anglais de naissance, mais j'ai passé la grande majorité de ma vie de presque trentenaire en France. Et je suis cofondateur, j'allais dire à la tête, mais on est deux têtes, donc je vais dire cofondateur d'une entreprise d'accompagnement pour les entrepreneurs solo qui s'appelle Kaleidoscope Horizons Inc. Et notre particularité d'accompagnement, c'est que dans tous nos programmes, on mélange 3 piliers pédagogiques: l'accompagnement business et entrepreneurial, parce que voilà, quand on fait tourner une boîte, on est obligé de penser à toutes ces choses-là. Donc la partie marketing, organisation, gestion financière et ainsi de suite. Il y a la seconde brique qui est la brique qu'on appelle épanouissement individuel, c'est-à-dire prendre en compte l'humanité de l'entrepreneur derrière l'entreprise. Et la troisième brique, c'est une brique qui s'appelle pensée systémique, c'est-à-dire prendre conscience que oui, bien sûr, on est un individu avec des objectifs individuels, mais qu'aucun de ces objectifs individuels n'est atteignable si on ne prend pas en compte les écosystèmes et les collectifs dont on fait partie. Et donc, on doit se poser la question de quelle est mon interaction et mon effet sur les écosystèmes dont je fais partie, ce qui nous mène à avoir des réflexions sur le féminisme, l'écologie, la justice sociale, la pensée décoloniale, toutes ces choses-là, le racisme. Et donc, on intègre ça dans notre manière d'aider les gens à réfléchir à leur entreprise pour que leurs entreprises soient au service des causes du siècle. Et donc ça, c'est quelque chose qui donne une couleur à notre manière d'accompagner les gens, qui est assez différente de ce qu'on trouve classiquement dans notre écosystème. C'est vrai, tout à fait. Et tu es d'où, exactement? En Angleterre, tu veux dire, ou Alors non, plus maintenant en France. maintenant en France? Maintenant en France, j'habite au fin fond de la Corrèze, sur une petite colline, dans un village de, je crois, 900 habitants à peu près. Et OK. là aussi, la particularité, c'est que je vis pas tout seul. Je vis en coloc avec mes deux meilleures amies, dont l'une est mon associée. Et dans la maison d'à côté, il y a mon amoureuse. Donc, on est une sorte de petite communauté dans ce village perdu. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour nous, il y a toujours eu, notamment avec mes deux colocs, une volonté de vivre en communauté, en collectif. Et cette étape de la coloc à la campagne, dans une maison, c'était un peu le point intermédiaire pour aller vers, par la suite, acheter un terrain, fonder un écolieu, différentes réflexions. On n'est pas sûr de la forme encore parce que bon, on y réfléchit quand même depuis longtemps, donc le projet évolue. Mmh. Mais l'idée, c'est de bâtir un mode de vie en collectif qui est plus résilient, à notre sens, pour plein de raisons que les modes de vie classiques qu'on nous a vendus, de la famille nucléaire, chacun dans sa petite maison individuelle, etc. Donc voilà, je fais tout ça depuis le fin fond de la campagne et c'est vraiment merveilleux comme mode de vie. Génial. Je me permettais de te poser la question parce que ça
ça va faire sens, en fait, de te Mmh. découvrir, Oui, du début à, maintenant. Donc tout à merci pour fait. ce partage et si justement on, revient au début même de Thomas, qui était Thomas quand il était enfant? Bah, la suite de mon histoire expliquera que j'ai pas accès à énormément de souvenirs de mon enfance. OK. J'ai l'impression qu'il y a une barrière à un endroit donné dans mon histoire personnelle où j'ai de moins en moins accès à mes souvenirs. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai l'élan et que je commence à travailler en accompagnement thérapeutique parce que voilà, il y a des choses psychologiques qui se jouent sur, quel point on accède à nos mémoires ou pas. Mmh. Donc j'ai pas des souvenirs, très colorés, très présents, très détaillés. En tout cas, ce qu'on m'a raconté, notamment ma mère, c'est que, quand j'étais enfant, j'étais avide d'interaction avec le monde, de comprendre des choses. Elle me dit que je faisais à peu près 2 puzzles par jour et qu'elle n'arrivait pas à me donner assez de puzzles pour que j'en fasse, enfin pour que j'en ai, d'avance quoi et elle passait sa vie sur les brocantes à acheter des puzzles et acheter des puzzles et acheter des puzzles. Donc je me souviens de ça. Elle me raconte aussi et ça se voit, j'étais un très bon élève jusqu'à la primaire où j'ai commencé à subir, enfin, pas la primaire, mais je crois que c'était CM1 ou CE2, CE2 plutôt. Je commençais à subir un peu des comportements des gens plus âgés, je sais plus comment on dit en français, mais Harcèlement, ouais. voilà, un peu harcèlement, exactement. Et là, j'ai eu une petite chute de notes qui nous a poussé d'ailleurs à déménager. Enfin, c'était pas la seule raison, mais c'était une des raisons. Du coup, j'ai changé d'école. Heu, donc voilà, j'ai toujours voulu faire les choses bien. J'ai toujours voulu, je crois, essayer de comprendre le monde qui m'entoure, heu, m'intéresser aux choses, vouloir, accumuler du savoir et cetera, beaucoup lire. Donc ouais, je pense qu'on peut dire que du coup, j'étais un enfant fasciné. Mmh. J'ai aussi fait beaucoup de sport dans mon enfance et puis mon adolescence. Et au final, enfin voilà, je pense le contexte joue aussi. Je grandis à la campagne. Mes parents, c'est des gens, je les qualifie un peu pour rire de hippies, dans le sens où, c'est 2 personnes qui ont fait, toute une éducation, universitaire. Ma mère sur des sujets, psychologie, des trucs comme ça, mon père sur, biologie, donc formation de scientifique et ils ont décidé, mon père à 29 ans et ma mère à 26, de déménager au fin fond de la Dordogne, quitter, la ville de Brighton en Angleterre où elles habitaient pour, retaper une vieille ferme délabrée que mon père avait achetée pendant un de ses voyages sur un coup de tête et du coup, voilà, déraciner tout ce qu'elle connaissait pour venir, ici en France et du coup, bosser un peu à droite à gauche pour se faire de l'argent comme ils pouvaient, juste pour subvenir au mode de vie qu'ils avaient choisi, qui était très différent des attentes de leur famille, de leur entourage, de ce qu'on leur avait vendu comme la direction. Mmh. Voilà, ça c'est aussi important, je pense, dans le contexte dans lequel je grandis parce que toutes les photos de mon enfance, on me voit à moitié à poil, en train de grimper sur des énormes tas de cailloux et de rochers. Et tu vois mes Ouais. parents derrière qui sont un peu chill en mode bon, il fait sa vie, mais en vrai, je me casse la gueule, je me tape la tête sur un rocher, j'existais plus. Donc bon, c'était très détendu. Enfin voilà, j'ai plein d'anecdotes trop rigolotes de mon enfance que mes parents me racontent. Genre, je pense, j'ai même pas un an, ils sont allés à un festival en Angleterre qui s'appelle WOMAD, qui est un espèce de festival de musique du monde, où tu as plein de gens qui fument de la weed, et il y a des photos de eux sur le camping avec moi, bébé, à côté, genre dans les bras de mon père. Enfin bref, j'ai survécu à mon enfance, je pense. C'est énorme. Ouais, mais au final, ce que je retiens beaucoup de tout ça, c'est que il y a une insouciance, en fait, que je Mmh. conserve aujourd'hui. Quelque chose que les gens me disent très souvent, c'est que je suis très facile à vivre. Je me prends pas vraiment la tête sur les trucs. Et je pense que ça vient beaucoup de l'éducation que j'ai reçue, de Ouais. voilà, la vie est belle quoi Mmh. et et simple et il y a pas besoin d'avoir, des objectifs immenses de qui tu veux être, et cetera pour te sentir bien et ça, je l'ai compris que a posteriori. En gros, je pense, Ouais. c'est mon éducation de base. Il y a toute une période de ma vie où je me suis laissé aspirer par, ce que le monde et la société voulaient de moi Mmh. et ensuite des événements dont on parlera à un moment donné dans le récit Ouais. qui font un effet, coup de poing et qui me font revenir à mes racines. Mmh.
OK. Et justement, alors, on a parlé un petit peu de tes études, le fait que, voilà, tu aies changé d'établissement parce que, ça avait un peu dégringolé et cetera. Le fait que tu aies changé d'établissement, est-ce que ça a rétabli ça? Et Ouais. je fais le lien parce que j'imagine qu'il y en a un, mais tu me dis si je me trompe, mais est-ce que ton parcours scolaire après a suivi un petit peu justement ce que la société, enfin nous inculque Ouais. finalement au quotidien. C'est ça que tu fais comme parallèle avec, ce que la société te demande? Alors je sais pas exactement effectivement à quel moment je suis tombé dans le conformisme à l'extérieur. Je pense que c'est la période collège-lycée Mmh mh. où de toute façon ça arrive à tout le monde ce truc-là, genre, tu grandis dans un espace en plus en étant à la campagne, Ouais. tu vois? Genre j'étais dans une petite école primaire et du coup, là où ça se passait pas bien, c'est que comme j'étais dans une petite école primaire et bah, du coup, soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien et là en l'occurrence, c'était tous les CM2, les garçons, ils aimaient bien, faire des trucs un peu rough quoi, un peu durs et Mmh. donc un jeu auquel ils jouaient, c'était ils alignaient les petits contre un mur et ils tapaient avec un ballon de foot et du coup, fallait éviter Mmh. le ballon de foot et si tu te faisais toucher, tu étais éliminé. Sauf que des Ouais. fois, genre, tu es contre le mur, tu te prends le ballon, tu te tapes la tête contre le mur en béton, enfin bref et du coup ça, je l'ai Mmh. vachement mal vécu. Donc j'ai été dans une autre école primaire où là, c'était beaucoup mieux. Il y Mmh avait mh. pas de groupe comme ça, quoi. Mais ouais, arrivé au collège-lycée, en fait, ça me fait reconnecter à un autre truc qui était très parlant de qui je suis aujourd'hui et qui j'étais à l'époque, c'est que, je suis un garçon qui, je pense, a pas très bien vécu les enjeux patriarcaux de ce que ça veut dire d'être un garçon. Mmh. Par exemple, au collège où je suis allé, au fin fond de la Dordogne, le rugby, c'était un truc hyper présent et donc il y avait des classes rugby. Donc il y a une classe de sixième où il y avait quasiment tous les mecs parce qu'ils avaient pris une option pour faire du rugby. Et moi, ça me parlait pas. Et du coup, j'ai assez vite en sixième et puis le reste du collège, j'étais évincé des groupes de mecs et je passais mon temps plutôt à être pote avec des filles. Et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai très mal vécu au collège parce que tu as envie d'être accepté par les gens, Ouais. tu as envie de faire partie des groupes sociaux et du coup, j'étais régulièrement mis de côté, moqué pour ces choses-là. J'ai eu des incroyables amitiés par ailleurs, hein, mais globalement, il y a ce truc-là que je vivais très mal. Et je pense que c'est à partir de là où, du coup, mais comme beaucoup d'enfants au collège et au lycée, on développe ce truc de faire les particularités qu'on a pour Mmh. essayer d'avoir de l'amitié, de l'amour et appartenir au groupe. Donc je pense que ça s'est fait en premier lieu par rapport à mes groupes sociaux, ce qui fait que il y a plus vraiment de truc qui te définit. Juste, tu passes d'étape en étape, et tu essayes de te conformer au groupe, de la meilleure manière et du coup ta personnalité, elle est très fluide. Genre, il y a pas un truc qui te définit toi en tant que tel et je pense que je me suis seulement retrouvé dans ma personnalité en arrivant à l'université après mon bac OK. et du coup, en fait, et donc il y a cette dimension-là des choses. L'autre dimension des choses sur, écouter ce que la société attend de moi, je pense elle se joue avec le fait de grandir à la campagne, encore une fois. Et Mmh il mh. y a un moment où, arrivé à l'adolescence, tous les bénéfices d'avant, ils sont de moins en moins plaisants et tu commences à voir tous les inconvénients. Par exemple, quand tu as envie de sortir faire des soirées, bah, soit tu as une moto à partir de 16 ans et quand tes parents veulent pas que tu aies une moto, et bah, du coup, il faut que, ce soit, tes parents qui t'emmènent. Sauf Mmh. que quand tu demandes à tes parents de t'emmener à des soirées différentes tous les jours de la semaine et du week-end, au bout d'un moment, ils sont en mode non, parce qu'un trajet, c'est 40 minutes, ils font 2 fois l'aller-retour, et ça leur prend, tellement de temps. Donc, j'avais la frustration de pas pouvoir faire ce que je veux, pas pouvoir voir les gens que je veux, pas avoir les activités que je veux. Et je pense que ça, petit à petit, ça a construit une espèce de tension de: «Ici, je suis personne, il y a rien et j'ai envie d'être quelqu'un et j'ai envie d'être dans un endroit où il se passe des choses». Et ce qui a renforcé ça d'autant plus, c'est quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait un IUT gestion des entreprises et des administrations après mon bac, S. J'avais détesté le bac S et j'avais aucune idée du coup de quoi faire comme poursuite d'études parce que je voulais faire rien qui avait un lien avec, les matières scientifiques et du coup, j'ai pris un peu au hasard, GEA dans mes vœux et j'avais seulement été voir GEA et technique de commercialisation, Tech de Co, qui sont les 2 grands, Ouais, opposés de ce genre exactement. d'études. C'est la guerre entre les 2 C'est et ça. j'ai choisi GEA parce que c'était plus proche de chez moi et c'était à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, donc une petite ville,
C'était un truc familial et j'étais en mode flemme d'aller dans un grand truc. Limoges, et c'était Limoges, l'alternative pour Tech Deco, c'est pas beau. Là, je suis proche de la maison, c'est facile, quoi. Et en fait, je suis tombé amoureux là-bas du marketing. J'avais des très très bonnes notes, là où en S, j'avais des notes moyennes parce que ça m'intéressait pas, donc je bossais pas. Et au final, à la fin de cette IUT GEA, j'ai demandé à ma prof de marketing ce qu'elle me recommandait de faire pour la suite. Et elle m'a dit, si tu as envie de faire des trucs, moi, je te conseille de tenter Dauphine, par exemple, et le master marketing de Dauphine, qui était celui qu'elle avait fait auparavant. Et donc, je pense que ce genre de truc, tu vas avoir des bonnes notes, commencer à mettre la tête dans des trucs entreprise, business, etc. Quelque part, ça m'a fait grossir un peu l'ego petit à petit en me disant, si je veux être quelqu'un, il faut que je monte à Paris. Et du coup, quand j'ai décroché ma place en licence, en alternance à Dauphine, j'ai trouvé une alternance après de nombreuses galères, mais quand même en cabinet de conseil. J'étais un peu en mode genre, ça y est, j'ai gagné le jeu de la vie. J'avais l'impression que toute cette structuration de voilà ce que je dois être, faire, avoir pour gagner au jeu de la vie et réussir, j'y suis. Ça y est, quoi. Donc je pense, ouais, c'est ça les éléments qui construisent cette injonction. Mais je pense que c'est une injonction. Enfin, je suis curieux que tu me partages si tu es d'accord, mais je pense qu'on reçoit tous ça un peu, soit de nos parents, soit de l'école, soit de ce qu'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a un truc qui vient nous conditionner petit à petit sur voilà les cases dans lesquelles tu dois rentrer. Ouais, clairement et c'est hyper drôle parce que tout ce que tu as raconté, c'est exactement moi comment j'ai évolué. Je viens, de la campagne pure et profonde et Mmh. je ne pouvais pas bouger, sans avoir un scooter, mais mes parents voulaient pas, donc il fallait que ce soit mes parents qui m'emmènent. J'ai fait un bac S que j'aimais pas non plus. J'ai fait GEA. Oh waouh! C'est Ouais, drôle! ouais. Sauf que moi, je suis partie en ressources humaines. Ah oui, oui. Mais ça fait vraiment écho parce que c'est aussi, tu vois, pour les mêmes raisons et en fait, moi, comme j'arrivais pas à être reconnue auprès de mon cercle d'amis, il fallait absolument que je sois reconnue et aimée par mes parents. Mmh. Donc à contrario, tu vois, moi, j'ai tout donné pour avoir les meilleures notes, pour être la première de la classe, pour que quand je rentre à la maison, on me dise: Mmh. «Bravo, c'est trop bien ce que tu fais, tu es la meilleure» et cetera et cetera et en fait, c'est un peu le la même construction, mais pour, une reconnaissance, pas au niveau social, mais plus au niveau, parental, Ouais, finalement. l'autorité, quoi. Ouais, Mais c'est marrant, moi, c'était pas les parents, je me rends compte, c'était les profs. Genre, ouais. récemment, là, il y a 2 semaines, je suis retourné à l'IUT-GEA de Brive parce que du coup, maintenant, j'habite pas très loin, pour être jury, sur un challenge entrepreneurial qui était organisé là-bas. Et en fait, j'arrive là-bas, je suis à la maison. Je tape la bise Mmh. à tous les profs, tout le monde se souvient de moi. Genre, je suis entre guillemets une petite star là-bas Ouais, parce qu'en plus, enfin, tu vois, quand tu fais un IUT-GEA à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, la plupart des gens finissent comptables au carrefour de Brive ou une connerie ouais. comme ça, tu vois. Mmh. Et il y a des exceptions dont je fais partie qui percent un peu le truc pour aller vers Ouais. d'autres horizons. Et depuis ça, il y a une nouvelle culture qui est en place. Je suis revenu faire une conférence une fois pour essayer de faire bouger le cul aux gens parce que les profs me disaient on a besoin qu'ils se bougent là et qu'ils aient envie de faire des trucs de leur vie et pas juste écouter les cours et subir. Mmh. Et bien sûr, ça ne dépend pas que de moi, hein, je sais pas ce que je dis, mais enfin, voilà, il y a un truc qui se passe là-bas, mais je sais que je l'ai cultivé à l'époque Mmh. parce que justement, j'étais en mode toujours en cours, toujours au premier rang, toujours en train de bosser en cours à fond. Mais en parallèle, en plus, à l'IUT, j'étais dans le groupe le plus fêtard parce que je me conformais à faire partie de ce groupe-là. Et du Bien coup, sûr. genre, Mmh. j'étais à la fois en train de sortir tous les soirs, mais le lendemain, j'étais en cours. J'avais aucun de mes Ouais. potes qui était en Tu étais cours. là. Genre, tout le monde était chez eux, en train de décuver et presque j'apportais leur lettre d'absence pour eux, tu vois. D'ailleurs, il y a un truc très drôle à un moment, on avait mis en place un rituel où le matin avant d'aller en cours, j'allais toquer à la porte de tous mes potes pour voir s'ils allaient se lever. Et ils m'ont dit eh ouais, viens toquer, s'il te plaît, peut-être ça peut m'aider à y aller et tout, parce que en GEA, t'as pas le droit aux absences en vrai, donc ils Ouais. accumulaient des pénalités. Mmh mh. Mais du coup, j'avais cette espèce de double personnalité de le major de la promo qui bosse et le fêtard. Et du coup, c'était Ouais. très bizarre. J'avais deux Ouais. cercles sociaux différents dans les cours et à côté des cours. Enfin, C'était pour très valider étrange. tous les aspects, quoi. Exactement. Mais je pense Ouais. que ouais, ça fait partie de l'héritage de ce que j'ai beaucoup Mmh. vécu au collège et au lycée. C'est pour être aimé, il faut se plier aux exigences du groupe, entre guillemets. Et j'ai Ouais. beaucoup fait ça. Beaucoup fait Ouais. ça.
Je comprends et quel a été du coup le déclic qui a, fait changer tout ça? Bah, c'est quand j'arrive à Paris, donc j'étais sur ce petit escalator, sociétal, disons. J'arrive à Paris, je suis à Dauphine, dans un truc ultra sélectif en alternance parce qu'ils prennent, quasiment personne et je me suis quand même battu pour y être au final dans l'entretien. Je me bats pour trouver une alternance parce que forcément je viens du fin fond de nulle part. Donc quand tu es en alternance en 3e année de licence, globalement, toutes les boîtes à Paris qui cherchent une alternance à cet âge-là, tu pas d'expérience. Donc ils te jugent purement sur ton école. Et donc moi, j'ai pas l'étiquette école. Mmh. En tout cas, j'ai pas l'ancienneté de l'étiquette école parce qu'avant, c'est l'IUT de Brive-la-Gaillarde, ils savaient à peine où c'est. Et je viens d'arriver à Dauphine. Donc je dois me battre avec d'autres armes. Donc je galère de fou. Et je trouve mon alternance, genre, peut-être une semaine avant la date fatidique où soit tu as trouvé ton alternance, soit comme tu viens pas de Dauphine de base, tu es exclu de l'école parce que tu pas de place en parcours sans alternance. Pour les gens qui viennent de Dauphine, ils gardent une place au cas où. Pour les gens OK. qui viennent pas de Dauphine, c'est tu trouves une alternance ou en fait, malheureusement, personne paye ta formation, donc ciao. OK. Donc bref, je trouve mon alternance, je suis en cabinet de conseil. Je fais ma première semaine en cabinet de conseil, tout fier. J'avais un costard un peu trop grand que j'avais piqué à mon père, mais je m'étais acheté un sac en cuir trop beau, en mode petite mallette. Et j'avais vraiment l'impression, je gagne au jeu de la vie. Tu vois, j'arrive, tout le monde en costard, t'arrives dans ta tour, tu montes au Ouais. 19e étage. Puis j'étais à la direction de la com, donc en gros, genre, il y avait ma boss, qui était ma maître de stage, le CEO de cette boîte énorme, c'était Capgemini Consulting, donc genre Ah oui, immense OK. entreprise, tu vois. Mmh. Donc j'étais en mode, ça y est, ma vie est rangée, quoi, c'est Tu fait. touché le Graal. Victoire. J'ai juste à assurer d'avoir mon diplôme et terminé, je suis fait pour la vie, quoi. Et le vendredi de cette première semaine, je quitte le bureau, je rentre à pied à la coloc où j'habitais, qui est à côté. Donc j'habitais à Courbevoie, donc je rentre à pied de la Défense à Courbevoie. Et en pleine rue, pour une raison qui, à ce moment-là, j'ignore, j'ai une espèce d'effondrement émotionnel que j'explique pas. Et genre, c'est comme si je trébuche dans la rue pour aucune raison. Et j'ai fait tomber mon sac avec mes papiers qui sont tombés, genre mon petit classeur et tout. Et je sens genre comme si j'ai un énorme poids sur les épaules, j'ai les larmes qui montent aux yeux et je comprends vraiment pas ce qui se passe. 1 heure plus tard, en arrivant chez moi, j'ai un appel en absence d'un numéro que je connais pas. Donc je loupe le truc, je sais plus ce que je faisais, peut-être que je jouais à FIFA avec mon coloc, enfin une connerie comme ça. Parce qu'on habitait à 3 mecs et on jouait beaucoup à FIFA à l'époque, comme on fait. Et heu et du coup, je rappelle le numéro et là, la personne qui décroche dit: «Oui, bonjour, standard de l'hôpital de Périgueux». L'hôpital de Périgueux, c'est l'hôpital le plus proche de chez mes parents. Et à l'époque, ma mère venait de commencer à avoir des problèmes aux yeux, genre, des zones de ses yeux, problèmes de rétine où genre elle voit rien. Et je OK. me souviens que ça me créait beaucoup d'angoisse à l'époque parce que quand elle conduit, je sais qu'elle avait des zones noires. Enfin, j'étais en mode flippé de ouf. Donc direct, moi, je panique et je me dis: «Waouh, si l'hôpital de Périgueux m'a appelé, c'est que ma mère a eu un accident de bagnole». Donc je leur dis: «J'ai reçu un appel de ce numéro. Je m'inquiète du coup pour ma mère. Est-ce que vous pouvez checker vos fichiers et voir si, elle est là?» Et ils disent: «OK, pas de souci», ils checkent. Ils me reprennent 2 minutes plus tard après la petite pause en disant: «Non, il y a personne, elle est pas là, vous inquiétez pas». Ça arrive fréquemment que des gens se trompent de numéro en appelant depuis nos téléphones et qu'au final, il y a rien. Donc moi, OK, je souffle un coup Mmh. et je continue ma soirée tranquille. 23h, juste avant que je me couche, je reçois cette fois un appel du portable de ma mère. Donc là, toute l'angoisse qui remonte. Sauf que c'est pas elle qui a un problème, donc je décroche et elle me dit: «Thomas, faut que tu prennes un train pour demain matin. Ton père a fait, une rupture d'anévrisme. On est à l'hôpital avec tes sœurs. Il est branché à une machine et en gros, on attend que tu arrives pour le débrancher, quoi. Genre c'est fini, il y a pas d'espoir», Mmh. et juste elle me dit ça sur le ton le plus monotone du monde. Et du coup, le lendemain, je suis dans un train, j'arrive dans la salle, tu le vois tout branché avec les câbles de partout
Et grosso modo, l'infirmière dit maintenant que vous êtes toutes là, en gros, faut qu'on appuie sur off sur la machine parce qu'il n'y a que ça qui le fait respirer. Et ce moment-là, ça a été un peu le moment déclencheur de se questionner sur la vie, quoi. Genre, Ouais. c'était complètement inattendu. Genre, ma mère même me raconte l'histoire après, il bosse dans le jardin, il a mal à la tête, il s'allonge, elle va lui faire un thé. Le temps qu'elle aille faire un thé et qu'elle revienne, il était tombé dans les pommes et il s'est plus jamais Mmh. réveillé, quoi. Genre, ça s'est fait en l'espace de 3 heures. Mmh. Et du coup, forcément, moi, ça m'a, pendant les 2 années qui suivent, fait me poser des questions sur mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Genre, si ça peut s'arrêter comme ça, à quoi bon tous ces trucs? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Enfin, tous ces trucs, ce que tu connais peut-être sur la courbe du deuil, toutes les étapes par lesquelles on passe, ben voilà, je Ouais. passais par toutes. Et je pense, voilà, ça forcément, c'est un élément déclencheur énorme Mmh. qui fait que le monde n'est plus pareil Ouais, et ce avant et après. cheminement pardon, excuse-moi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ce cheminement, donc effectivement, tu as un événement qui, du coup, j'imagine est lié à, cette amnésie traumatique finalement que tu as Exactement. eue, de toute ton enfance. Je ne l'ai pas Hem, nommé tout à l'heure, mais c'est à peu près ça. J'ai l'impression qu'à ouais, partir c'est arrivé à mes 20 ans, ouais. plus ancien que mes 20 ans, les souvenirs que j'ai l'impression qu'ils viennent plus de les gens qui me racontent des trucs ou les vidéos, de famille ou les photos de famille. J'ai pas l'impression d'avoir accès à des souvenirs Mmh. qui sont moi-même, présents, tu vois? Ouais, Ou quand ils sont très faibles. OK, et donc tu dis que tu commences à cheminer, à te poser des questions et cetera. C'est un travail que tu as fait toi-même, de ton côté? Il y a des supports sur lesquels, bah, tu t'es, finalement un peu reposé peut-être aussi pour, rebondir suite à ça? C'est quoi un peu tes réflexes à ce moment-là? Le premier, il est pas enfin, c'est pas arrivé tout de suite. Il y a toute une première phase où je suis vraiment dans le dark. Je me cache dans le travail parce qu'en gros, entre le moment où j'arrive, c'est le samedi et le moment où je remonte, il y a une semaine qui se passe. Genre, heu, disons samedi 4, je sais plus si c'est le 4, je crois que c'était le 14, on va dire. Samedi 14, j'arrive, le week-end suivant, c'est l'enterrement. Le lundi d'après, donc le 23, Ouais. je suis de nouveau, au cabinet de conseil à Mmh. Paris. Avec un rationnel du genre, c'est l'opportunité de ma vie, il voudrait pas que je la gâche, enfin tout ça quoi et tu as peu Ouais, de jours d'arrêt quand ça arrive, ouais. au final. Donc voilà, j'ai fait ça et donc je pense pendant toute l'année de ma licence, ça a été très, très, très dur. Heu, je suis passé vraiment, ras les pâquerettes, d'avoir ma licence. Les profs m'ont un peu fait un cadeau, genre, le prof principal, j'ai eu un rendez-vous à la fin de l'année, il me dit: «Je sais que tu as vécu une année horrible, donc on va te faire confiance et on va te faire passer, mais grosso modo, si c'était pas ça les conditions, je l'aurais pas eu». Donc jusqu'à même début de mon M1, c'était une période très dark. J'étais pas bien du tout, heu, je pense que je me suis beaucoup caché dans dépenser des sous, faire beaucoup de soirées, boire beaucoup d'alcool. Mmh. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai le plus fumé de clopes de ma vie. J'avais eu la clope sociale, mais là, c'était devenu plus une habitude, quoi. Et du coup, en plus, ce qui se passe à cette période noire, là, c'est que j'utilise ma souffrance pour légitimer tous mes comportements problématiques avec tous les gens de mon entourage. Je me souviens, les relations amoureuses que j'ai eues à cette époque-là, j'étais horrible, j'étais complètement indisponible à tout le monde. Sauf que j'avais une raison de le justifier parce que j'avais vécu un truc horrible, donc je recevais de l'amour pour ça. J'ai écrit d'ailleurs pas mal dans ma newsletter ou sur mon site sur ça, ça vient justifier tout parce que ça te Mmh. donne, tu as accès à de l'amour enfin parce que tu as souffert. Et donc il y a une partie de toi qui a plus envie d'aller mieux. Parce que Ouais. enfin, tu as les gens qui t'accordent de l'importance, qui t'aiment, qui te soutiennent. C'est inconditionnel. Et du coup, je pense pendant toute cette période, il y a une partie de moi qui veut pas aller mieux. Puis il y a deux trucs qui se passent. Enfin,
une chose qui vient secouer un peu cet été-là, c'est qu'une de mes meilleures une de mes meilleures amies d'enfance, qui m'a aidé notamment à traverser le collège, c'était une de mes meilleures amies au collège, ici en Dordogne, on s'écrivait des lettres, et à un moment donné, elle a joué le rôle de me rentrer dedans un peu, par écrit, dans une de ses lettres, pour dire genre, en fait, tu me dis dans tes lettres que tu as envie d'aller mieux, etc., mais genre, tu t'es enfermé toi-même dans une chambre noire, tu vois la lumière dehors, elle passe par la porte, on peut pas rentrer et te sauver et te faire sortir. C'est toi qui Mmh. dois te lever, ouvrir la putain de porte, et après on te portera sur les épaules avec plaisir. Mais on peut pas tant que c'est pas toi qui fais le pas. Et ça m'avait, genre, j'étais un peu en mode, au début, ma première action, c'est, mais bordel, t'as pas le droit de me dire ça, genre, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Ouais. Et après, forcément, ça a cheminé et j'ai embrassé le fait de dire, mais en fait, ouais, elle a raison. Mmh. Si je veux que ça change, ça dépend de moi. Et du coup, ce déclencheur-là me fait, avec ma meilleure pote coloc de l'époque, qui est ma coloc aujourd'hui aussi, on était déjà en coloc à Paris, Tout est lié. euh, on se met à plonger un peu dans c'est quoi les outils pour aller mieux. OK. À cette époque-là, je découvre, mince, son nom m'échappe, mais je découvre quelqu'un qui à l'époque faisait des résumés de livres de développement personnel sur son blog. OK. Donc je m'inscris à son lead magnet qui est le résumé de genre 20 bouquins dev perso. Je les bouffe tous, je bouffe les livres. On commence à faire du coup des miracle morning, à méditer, lire des bouquins de dev perso, des trucs comme ça. Genre je plonge dans cet univers dans lequel je m'étais jamais plongé. OK. Et du coup, je pense que tous ces trucs-là, parce que j'y suis allé de manière intense, débloquent des débuts de questionnement de bon bah est-ce qu'il y a d'autres manières d'entrevoir la vie? Et ça me pousse notamment à faire une sorte de travail de c'était quoi la vie de mon père en fait? Genre qu'est-ce qui se passait? Et il y a un livre que j'ai lu qui est en gros un docteur qui travaille avec les patients en fin de vie, qui à un moment donné, il y a un de ses patients qui fait une expérience de mort imminente. Genre, il meurt cliniquement, il pense qu'il est fini, et genre, 20 minutes plus tard, il se réveille pour aucune raison apparente. Et il commence à raconter l'expérience que lui a vécue de ces 20 minutes plus là, avec genre Mmh. des sorties de corps, des trucs comme ça. Et ce docteur-là, il vrille en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il se met en quête de plein d'autres gens qui ont eu cette même expérience pour essayer de retranscrire et voir s'il y a des points communs. Et il en a fait un livre de si il y a une expérience commune qui existe, voici les points communs que j'ai vus dans genre 150 témoignages. Donc, c'est pas ultra scientifique, Ouais. mais moi, ça me sortait, Ouais. ça m'a fait un effet truc de, en fait, waouh, ça se trouve, genre, il n'y a pas juste rupture d'anévrisme, il est mort, mais il y a un sens un peu plus profond à cet événement qui s'est passé à ce moment-là de ma vie, tu vois, et c'est Ouais. ça, j'ai commencé du coup à explorer comment mon père, il a grandi, comment il a pris ses décisions, pourquoi est-ce qu'il n'a pas suivi, lui, le chemin tout tracé. Et Mmh. du coup, bah, je me suis rendu compte que ses parents à lui, c'était des docteurs et des ingénieurs ultra reconnus dans leur thématique. Mon grand-père, du côté de mon père, que j'ai jamais vraiment connu, il a écrit plein de bouquins sur la productivité des usines. Il partait partout en Europe pour faire du consulting. Enfin, genre, c'était la tête du truc, quoi. Et d'ailleurs, tu le vois à l'écran, ça, c'est mon grand-père. Il y a un buste qui a été fait à Enchantée. son effigie, tu vois. Génial, c'est quand même assez stylé, on va pas se C'est assez mentir. stylé, ouais. Et du coup, genre, attente des parents de dingue. C'est le dernier d'une fratrie de 4, mon père. Ses grands OK. frères ont tous fait des trucs de malade. Enfin, tu vois, et du coup, je me suis rendu compte de ça Mmh. et que lui a choisi de vivre une vie de semi-hippie, de retaper une vieille ferme défoncée au milieu de nulle part, de gagner un peu sa vie comme il pouvait pour que sa famille ait un espace où on soit genre dans un presque paradis sur terre au milieu de la Dordogne. Et je me suis dit, waouh, genre, lui, toute sa vie, on lui a quasi imposé ce qu'il devait être, faire et avoir, et il s'en est fait abstraction pour suivre sa voie à lui. Qu'est-ce que moi je fais de tout ça? Est-ce que je suis en train de faire ça ou est-ce que je suis en train de suivre le chemin qu'on a tracé pour moi à ma place? Et à ce moment de prise de conscience, je suis en master 2 et pile à ce moment-là, c'est le moment où il commence à y avoir du contenu et des pubs sur devenir freelance, notamment
Crème de la Crème, qui est aujourd'hui une plateforme qui place des freelances en mission dans des grosses boîtes. À l'époque, ils venaient de se lancer, c'était une jeune start-up. Ouais. Et leur cible, c'était les étudiants, pour dire aux étudiants, vous avez des compétences, vous pouvez faire des missions le soir pour gagner des thunes grâce à ce que vous apprenez à l'école. Et j'ai vu 3-4 pubs comme ça sur mon fil Facebook. Et j'étais en mode, bah grave, vas-y. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie pour l'instant. A priori, je sais que j'ai plus très envie de faire un cabinet de conseil où à l'époque j'étais en agence de stratégie de marque à Paris et je faisais des charrettes jusqu'à 3h du mat. C'était exploité pour un métier passion pour pas cher. Ouais. Et j'étais en mode, mais en fait, j'ai pas envie que ce soit ça ma vie non plus. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai suivi leur tuto à la con. J'ai ouvert une micro-entreprise et je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de faire des missions freelance à côté de mes études. En me racontant que ça me donnerait plus de flexibilité pour vivre comme j'ai envie de vivre que de rentrer dans une boîte du CAC 40 comme ce que Dauphine nous promettait. Donc voilà, je pense que ça aurait été vraiment génial à l'époque que Thomas fasse une thérapie. J'en ai pas fait. Ça n'a pas été mon parcours à ce moment-là, mais T'as fait ton bout de chemin quand même. Voilà, j'ai eu des gens incroyables qui m'ont entouré, qui m'ont soutenu dans ce parcours. J'ai découvert des livres qui ont la valeur qu'ils ont, mais à ce moment-là, c'était le déclencheur dont j'avais besoin pour plonger dans un autre univers et questionner ma manière de voir le monde et de voir ma vie et de voir la mort de mon père. Je me suis rapproché de lui, son parcours de vie. Voilà, j'ai un peu réécrit la place de cet événement dans ma vie, qui jusqu'à ce moment-là, c'était genre la fin. Et après, c'est devenu le début d'autre chose. Ouais. Qui aujourd'hui, tu vois, c'est hyper intéressant le rapport que j'ai à cet événement. Aujourd'hui, il y a à la fois énormément de tristesse et de peine, et je troquerai tout ce que j'ai pour pas que ça, enfin, pour corriger ça. Et en même temps, j'ai de la gratitude parce que je me dis, si ce n'était pas arrivé, je serais peut-être encore en cabinet de conseil à Paris. Genre, je pense pas que ça m'inspire pas la vie que j'aurais pu avoir si mon père n'était pas mort. Ouais. Oui, il y a une belle, résilience. Finalement, tu t'es trouvé aussi grâce à cet, événement dramatique dans ta vie, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai un peu l'impression, genre, c'est comme si il y avait un message que je devais entendre de son parcours de vie, que je ne pouvais pas entendre jusqu'à ce que un truc comme ça vienne secouer les choses. Ouais. Super, super inspirant en tout cas de voir la résilience et le rebond que tu en fais maintenant. Alors j'imagine que le travail a été long et éprouvant, ça c'est Oui. certain, mais la facilité que tu as de m'en parler aujourd'hui, et de voir finalement les leçons que ça t'a apprises, c'est, hyper inspirant et donc tu vas quand même jusqu'au bout de ton M2, si je comprends bien. Tout à En fait. parallèle, tu es freelance. À quel Ouais. moment tu te dis: «Je vais devenir coach»? Alors ça arrivait bien plus tard. Là, Alors on est qu'est-ce en qui s'est passé? 2016. Là, on est en 2016 et donc je OK. commence des missions de freelance. La première que j'ai eue, c'est enfin la vie quoi. La mère de ma copine de l'époque, et d'ailleurs c'est très drôle ce que je vais te dire. Tu vas voir que les graines se plantaient, je n'en avais pas conscience. Mais la mère de ma copine de l'époque, c'est la cofondatrice de l'école de coaching de Paris. OK. Et du Incroyable. coup, elle me dit, on a ça, nos formations se passent super bien, etc. Mais on galère quand même à remplir nos promos. Et on est 2. Et genre, nous, on vient pas de ce milieu de marketing com, on a trop besoin d'aide pour promouvoir ce qu'on fait. Et elle avait vaguement entendu parler du fait qu'il fallait que tout le monde soit sur les réseaux sociaux. Donc elle a dit, bah, on a besoin d'un coup de main, quoi. Donc j'ai commencé à faire leurs posts LinkedIn et Facebook, voilà, et faire un peu de community management pour l'école de coaching de Paris. Puis ensuite, on a fait un concours en M2, il y avait beaucoup de projets de groupe, et on a fait une compète pour une des startups de l'incubateur de startups de Dauphine. Du coup, on est par groupe, on fait notre truc, c'était réflexion, positionnement et campagne de lancement de leur solution. J'ai été dans le groupe qui a remporté le challenge, et du coup, ils nous ont demandé, dites, il n'y en a pas parmi vous qui sont freelance, qui ont un statut pour continuer de bosser avec nous? Évidemment, dans toute la classe, j'étais le seul. Et du coup, j'ai dit, bah ouais, moi, je suis trop chaud. Donc, ils m'ont dit, bah vas-y, viens. Donc, chaque jour, après les cours, j'allais à l'incubateur et je bossais avec eux.
Donc, ces 2 premières missions ont débloqué le truc de waouh, j'ai facturé des gens alors que je suis à l'école qui m'ont payé en plus de mon alternance. J'avais l'impression d'être riche à l'époque, tu vois, genre, tu as ton salaire d'alternance, tu factures 300 balles alors que tu bosses beaucoup plus que pour 300 balles, mais moi, j'étais incroyable ce qui se passe. Et ensuite, bouche à oreille, etc., fait que à la fin du M2, en bossant un peu trop, du coup, j'avais plus d'argent de mes missions que mon revenu d'alternance. Et je me suis dit, oh waouh, genre, il y a un truc qui se passe là. Peut-être ça vaut le coup d'essayer à plein temps. Ouais. Surtout que, voilà, je sortais d'études, j'aurais pu manger des pâtes tous les jours, j'en avais rien à foutre. Mon mode de vie n'était pas incroyablement immense, tu vois. Mon niveau de vie, c'était tranquille. Donc, je me lance à plein temps, sortie d'études. Et là, en gros, la réflexion, elle est toute simple. C'est bon, quel est le métier que j'aurais fait si j'avais continué en agence? J'aurais été planeur stratégique. Donc, je vais faire ce métier, mais en freelance. Et donc, je me suis dit, je vais faire de la stratégie de marque, de l'accompagnement en marketing, en positionnement, pour qui veut. Donc, j'ai commencé en faisant pour qui veut. J'ai enchaîné des trucs. J'ai eu une lubie d'être photographe. Du coup, j'ai commencé à faire des petites missions où je faisais des photos pour des gens. Voilà, en gros, je prenais un peu tout ce qu'on me disait. Je disais, ouais, t'inquiète, je sais faire. Je passais 2 jours à me former sur YouTube et après, je le faisais. Et alors, la plupart du temps, ça s'est bien passé, heureusement. Mais bon, j'étais un peu dans tu vois, ce truc de début d'activité où je prenais tout ce qu'il y avait à bouffer, je m'ouvre à tout, je fais n'importe quoi, je fais toutes les erreurs, je me sous-vends drastiquement. J'aurais des missions, je me souviens que j'ai fait au tout début, je les ai vendues 10 fois plus cher après, tellement je faisais nimp. Genre, j'ai vendu un premier truc 300 balles, je l'ai vendu 3000 balles plus tard. Enfin, des trucs lunaires que tu fais parce que tu n'as aucune idée. J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'étais perdu de fou. Et du coup, bah voilà, de 2016 à 2018, fin 2018, je suis juste dans ma vie de freelance, je fais des missions, j'enchaîne. J'ai rejoint un collectif d'indépendants sur des missions marketing com. J'ai cofondé à l'intérieur de ce truc une division avec que des jeunes. Et du coup, on vendait des espèces de brainstorm, génération Y, blabla trucs pour des boîtes qui, vieillissantes, avaient besoin de se réinventer. Voilà, j'ai vraiment baigné à fond dans l'écosystème à Paris. Je me suis positionné de manière un peu plus spécifique sur des missions de stratégie de marque pour l'écosystème startup. Voilà, j'ai appris avec le terrain aussi à me positionner. Et en 2018, en 2017, il y a un truc qui s'est passé, mais ça se concrétise en 2018. C'est que ma collègue de l'époque, Isaline, elle part faire une sorte de voyage introspectif, découverte de soi, questionnement sur ses projets de vie. Et c'était avec une asso qui s'appelle Un Monde Réenchanté. Et le but, c'était d'emmener un groupe d'une quinzaine de jeunes pour vivre cette aventure-là avec 2 coachs, dev perso, questionnement pro, etc., qui accompagnaient le groupe. Donc, ils sont allés au Maroc, rencontrer plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, petite traversée du Sahara pour être en introspection. Enfin, tu vois, le genre de truc qu'on se dit sexy. Ouais. Pas mal, ouais. Pas mal. Donc, ma coloc participe à ça. Leur groupe se soude de fou. Et une des coachs, enfin voilà, trop bon fit avec les gens. Et du coup, après, moi, je rencontre ce groupe et une des coachs déménage à Paris suite à cette expérience pour se dire, voilà, elle était à Lyon, elle a envie d'être à Paris. Et du coup, en arrivant à Paris, elle continue son activité. Et comme elle était très pote avec Isaline, Isaline dit, bah vas-y, si tu veux, nous, on te prête notre salon si tu veux faire tes ateliers de coaching. Parce qu'on avait une belle coloc, on était dans le 10e arrondissement, notre salon, il était trop stylé, genre notre appart, il était fou. Et du coup, cette personne commence à faire ses ateliers de coaching dans notre salon. Et moi et Isaline, après ces 2 années à bouffer du Miracle Morning, enfin tu vois, des trucs comme ça, avoir des ateliers de coaching dans notre salon 2 fois par semaine, c'était genre l'aubaine, c'était parfait, quoi. Et du coup, il y avait des ateliers, genre il s'appelait Comme un lundi, c'était le lundi matin à 7h du mat'. Du coup, il y avait des inconnus qui débarquaient dans notre salon à 7h du mat', et c'était réflexion de coaching un peu classique. C'est quoi le truc le plus important à faire de la semaine? Prioriser ses trucs, parler de ses enjeux et de ses trucs problématiques du moment en mode cercle de parole. Et moi, j'étais genre, waouh, mais c'est incroyable. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je découvre un monde. Et donc, en 2018, après avoir fait ça pendant un moment, je décide de prendre un coaching individuel avec cette personne.
Et pareil, je suis en mode, mais waouh, mais c'est incroyable. C'est genre, fascination incroyable. Et là, je me rends compte, mais c'est en fait à ça que l'école de Que coaching ça Paris sert, j'avais jamais compris, tu vois, j'avais jamais fait le lien. Moi, j'étais en train de faire leur marketing et tout, mais j'avais jamais capté que, en fait, c'est ça qui se passe derrière. Ouais, Donc, je connecte les morceaux et je me dis, en fait, ouais, je baigne déjà dedans, j'ai accès à des gens, donc je commence à en parler à mes clients en mode qui me transmettent des outils. Enfin, j'étais ouais. fasciné. Et un jour, en 2018, pareil, donc cette coach on avait fini notre parcours en individuel, elle m'appelle un matin et elle dit, Thomas, j'ai une idée. Toi, tu as grave des compétences marketing, communication, plus business. Moi, j'ai les compétences dev perso, alignement, etc. Viens, on fait un truc ensemble pour d'autres entrepreneurs, d'autres freelances comme toi. Parce que déjà, à l'époque, c'est comme j'avais cofondé ce collectif de jeunes freelances, Ouais. les gens me demandaient tu peux checker mon devis, tu peux checker ma presse. Et moi, j'adorais faire ça, tu vois. Et quand j'ai découvert le coaching, encore plus, j'étais en mode oh, waouh, trop stylé, j'adore faire ça. S'il vous Ouais. plaît, montrez-moi vos trucs. Donc, La puissance. je suis un peu devenu dans le collectif la personne qui faisait des feedbacks à tout le monde sur leur presse, surtout pour les jeunes freelances qui rejoignaient le collectif. Donc, elle me propose ce truc, viens, on fait quelque chose. Et j'étais en mode, bah ouais, de fou, quoi. Ce qui mène à 2019, on lance une première version d'une formation en ligne. Et on a suivi, du coup, on est tombé dans le milieu de l'infopreneuriat. On a acheté des formations sur les webinaires. Euh, on est allé à des séminaires de David Laroche, enfin des conneries comme ça, tu vois, genre bébé qui découvre cet écosystème-là. Et du coup, on fait un webinar, on vend une formation en ligne en mode lancement inversé avec un plan de la formation. Et là, il y a des gens qui achètent. Genre, on a eu 2 ventes. Et on est en mode, oh merde, putain, mais du coup, il faut qu'on fasse le truc. Donc, on se met à se filmer toutes les semaines avec des vidéos faites à l'arrache parce qu'on ne savait pas faire. Et bref, on a construit, du coup, à partir de mi-2019, il y a des gens qui ont suivi une formation en ligne qu'on a créée. Puis, du coup, on voulait les rassembler. Donc, on a créé un Slack. Et en fait, petit à petit, tu vois, j'ai mis le doigt et je me suis fait aspirer dans le fait que, en fait, il y a des gens qui me demandent des retours sur leurs trucs et je les aide. Et ça se passe bien. Et ils ont des résultats et ils nous disent que c'est cool. Du coup, on va refaire un webinaire, on va revendre. Et en fait, ça a été le premier petit pas. Ouais. Et à partir de là, hyper naturellement, les briques se sont On mise, construites petit à petit mmh. depuis 2018-2019, quoi. OK, et du coup, tu as fait uniquement des accompagnements via des formations ou tu as aussi, fait de l'individuel à certains moments dans ce parcours, Depuis, de oui, depuis, coaching? il y a eu plein d'expérimentations, plein de Ouais, formes, plein de formats. Ça commence avec la formation en ligne, surtout ouais, à l'époque, moi, j'étais pas en mode je suis coach. Genre, je suis en mode, mais je suis tellement pas coach. Genre, j'ai absolument pas les compétences de cette personne qui est devenue aujourd'hui mon associé sur la même entreprise, mais qui était juste partenaire à l'époque, qui s'appelle Dani. mmh, Danila Anadza, elle s'appelle. Genre, j'étais en mode, mais je suis à des années-lumière de son niveau de posture, de présence, genre, je me sentais tellement pas légitime. Et c'est ouais, grâce à son invitation sur le fait de me positionner plus comme le côté consultant entrepreneuriat, quoi, que je me suis senti d'y aller au début. Mais non, les coachings, ça arrive plus tard. Quand j'accepte de prendre cette étiquette et cette posture, il y a mmh, du chemin qui s'est fait. Donc, ça a commencé ouais. formation en ligne. Mais effectivement, là, on est en 2024. Tu vois, en 5-6 ans, s'en est passé des choses. J'en ai testé des formats. euh, beaucoup, beaucoup de formats. Ouais, Ouais, il y a eu un peu de tout. Il y a eu vraiment de tout. OK, et justement, alors tu parles de manque de légitimité peut-être pour assumer cette étiquette, de coach. Est-ce que quand, tu as commencé du coup à te dire: «Bon OK, je vais accompagner de manière un peu différente et laisser le freelancing, finalement un peu plus de côté». Qu'est-ce qui est venu te chercher? C'est quoi un peu les choses qui sont venues te freiner, peut-être en dehors de de ce manque de légitimité? Mais en fait, ce qui m'a fait du bien, je crois, enfin, ce qui a allégé ça, c'est que j'étais de plus en plus sollicité et on me demandait de plus en plus. Mmh mh. Donc en fait, il y a un moment donné, c'est pas que j'ai fait le pas de dire voici ce que je suis et voici ce que je propose, c'est que j'ai cédé de plus en plus aux demandes qu'on me faisait. OK. Et ce qui a bien marché du coup là-dedans, c'est que j'ai pas commencé par dire je vends du coaching, blablabla.
il y avait cette formation en ligne qu'on avait lancée comme ça et que du coup, on continue de développer un peu en sous-marin. Mais en parallèle, j'ai commencé à écrire une newsletter, publier du contenu sur LinkedIn. Donc, dès 2019, je commence déjà à faire newsletter, publier sur LinkedIn. Je faisais 2 mails par semaine à l'époque. 2019, c'est aussi le moment où je lance mon podcast Young World and Freelance dans un écosystème où il n'y avait aucun podcast pour les freelances en français à l'époque. Et moi, j'ai rencontré Alexis Minkela à l'époque, qui bossait chez Crème de la Crème. Et j'écrivais des articles pour le blog de Crème de la Crème. Ok. J'ai été à Crème de la Crème à un petit déjeuner des contributeurs du blog. J'ai rencontré Alexis qui gérait le contenu de Crème de la Crème à l'époque. On est devenus super potes. Et c'est par nos discussions à un moment donné qu'on s'est dit, il n'y a pas de podcast français sur le freelancing. Viens, on se bouge le cul, on en fait un chacun. Lui, il fait Tribu Indé. Moi, je fais Young World and Freelance pile en même temps. Genre, ça s'est joué à 1 mois près parce que j'ai plus procrastiné que lui et il est beaucoup plus rigoureux que moi. Alexis, il est très carré. Moi, je suis plus l'énergie, tu vois. Et à l'époque, j'étais un petit chiot fou avec trop de projets pour être réaliste. Donc, ça a pris 1 mois de plus. Mais bref, tu vois, je sors tous ces trucs-là. Et en fait, c'est vraiment le moment où il y a une vague qui prend sur le contenu autour d'être freelance, de se lancer. Tu vois, il y avait peu de personnes dans cet écosystème à l'époque, donc direct, ça prend, mais de fou. Et il y a plein de gens qui écoutent, il y a plein de gens qui me lisent, il y a plein de gens qui m'écrivent. On commence à me demander d'aller dans les coworking, faire des conférences. Et de 2019 à 2021, globalement, c'est ça qui se passe. Genre, il y a cette espèce de vague et de rampe de lancement qui se passe. Et du coup, juste, je suis ce qu'on me demande. On me demande de venir faire une conf. Bah ouais, grave, je viens faire une conf. On me demande d'organiser un atelier de groupe pour une matinée. Bah ok, je le fais, vas-y. Et petit à petit, je fais ça. Et c'est vraiment au moment du Covid où je venais de me séparer de ma copine de l'époque. C'est janvier 2021, le Covid, c'est ça, hein? C'est 2020, mars 2020. 2020. Mars 2020. Donc, moment du Covid, je venais de me séparer de ma copine, janvier 2020. En mars, juste avant le confinement, je me dis, à voir tous les pays autour, il y a un moment, ça va puer et j'ai pas envie de me retrouver coincé sur le canapé d'un pote à Paris. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis rentré en Dordogne chez ma maman. Et du coup, comme j'avais plus du tout accès à enregistrer des podcasts avec les gens à Paris, faire des conférences dans les coworking, parce qu'à ce moment-là, je faisais plein de confs, faire des ateliers présentiels, etc., je me suis dit, ok, go, on passe en ligne. Et donc, j'ai pris un de mes ateliers présentiels à Paris et je l'ai fait en mode formation en ligne. C'est une formation qui s'appelle Construire ses offres, qu'il y a des gens qui suivent encore aujourd'hui et que j'ai créé en 2020. Et j'ai fait du coup, je pense que c'est avril 2020, mon premier vrai lancement en mode présent partout sur les réseaux, de la pub, du masterclass, machin truc. Et genre, j'ai fait en un lancement, je pense, le chiffre d'affaires que je faisais normalement en la moitié de l'année avec mes missions freelance. Et là, je suis en mode, oh waouh. Genre, oh merde, ça marche. C'est fou ce qui est en train de se passer. J'étais en mode, oh putain. Et du coup, il s'est passé ça. Donc, j'étais en mode, ok, c'est quoi une autre idée? Et une autre idée, c'est qu'à ce moment-là, j'avais fait des trucs dans des bars à Paris pour connecter les gens qui écoutent le podcast entre eux. Parce que j'en avais marre que les gens me posent des questions et que je dise la même chose à 5 personnes. J'étais en mode, mais en fait, parlez-vous. Ce sera mieux que vous vous parliez que si tout le monde me dit la même chose. Et j'étais en mode, ok, j'ai pas les bars. Vas-y, je vais faire une communauté en ligne. Et donc, fin 2020, vers là, je lance Inside Freelancing, une communauté sur abonnement. Et pareil, ça se passe bien. Et en fait, du coup, juste je cédais aux trucs que je faisais en présentiel que je pouvais plus. Je suis plus jamais revenu à Paris d'ailleurs. Et le moment où le vrai basculement se fait sur OK, je vais prendre au sérieux ce truc d'accompagnement, c'est en 2021. J'ai une grosse mission de stratégie de marque pour une startup trop stylée qui s'appelle Fluicity, je crois. Bon, je sais plus, c'est une startup de la GovTech. Donc, en gros, ils ont un outil qui vendent au gouvernement, aux mairies, etc., pour écouter la population et faire de la démocratie partagée, quoi. Et c'était fascinant, j'ai trop kiffé bosser avec eux. Donc, pour un repositionnement de marque. Et en fait, j'avais le truc de j'adore leur projet, j'étais amoureux de la boîte et tout. Mais à chaque fois que je me mettais à mon ordi pour bosser, je sentais mon énergie qui se cassait la gueule. Genre, j'avais pas envie de le faire. Alors que, dans la même journée, à cette époque-là, je faisais moitié de ma journée branding, moitié de ma journée les newsletters,
les podcasts, les posts LinkedIn, enfin le contenu pour les freelances et suivre les gens dans la formation, leur filer des coups de main sur leurs problématiques et tout. Et là, mon énergie, ça passait, genre j'étais à fond, quoi. Et du coup, j'ai observé ça pendant genre 1 mois et je me suis dit, ok, c'est pas une anomalie, il y a un vrai truc qui se passe sur qu'est-ce qui m'inspire et me donne envie. Et du coup, quand j'ai fini cette mission-là, j'ai décidé, ce sera ma dernière mission branding et j'arrête tout, alors que c'était encore 60-70% de mon chiffre d'affaires à l'époque. Donc, c'est là où, en fait, j'ai commencé à me dire, je vais mettre tous mes œufs dans ce panier-là, Mmh. ça va être ça mon business. Et là, je me suis dit, ok, prends-toi au sérieux là-dedans. Ouais, A et priori, j'assume. tu commences à avoir un petit track record, les gens te font confiance, ça marche, tu leur apportes des Mmh. choses pertinentes. Ça faisait du coup 3 ans que je traînais tous les jours quasiment avec une coach. Donc tu vois, par effet éponge un peu, je commençais à avoir un peu la posture, je Ouais. commençais à avoir un peu le recul d'être en mode, je suis pas là pour te donner des conseils, je suis là pour t'aider à cheminer dans ta tête. Voilà, tous ces trucs-là qui manquent à beaucoup de coachs malheureusement, parce Ouais. que c'est la posture qui fait toute la différence au-delà des outils. Et du coup, c'est là où je me suis dit, OK, prenons ça au sérieux. Tu vas le structurer comme une entreprise d'accompagnement avec des offres et tout. C'est pas juste des trucs que tu sors de ton chapeau une fois par an. Et faisons ça bien, quoi. Mmh. Trop bien, et depuis que tu es coach, Hem, est-ce que tu as eu un impact sur ton environnement? Parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure, bah, justement de cette coach qui est arrivée chez toi, et où tu t'es dit: «Waouh, c'est fou et cetera, il se passe plein de trucs». Est-ce que toi, tu as eu l'impression d'avoir un impact spécifique sur ton environnement, la famille, les amis, les amours? Est-ce que tu vois que cette nouvelle posture finalement que toi tu as adoptée, ça a eu un impact sur ce qui se passait autour de toi? Bah, malheureusement, au début, donc ça, c'est plutôt avant 2021, quand je découvrais les outils de coaching, mais que je ne me considérais pas comme coach, Mmh mh. j'ai fait beaucoup de ce que beaucoup de gens font quand on découvre ces outils, que Dany, mon associé, étiquetait à l'époque de coaching sauvage. C'est-à-dire, tu penses avoir compris la vie, tu penses avoir trouvé des secrets que personne ne connaît et qui va changer tout, et tu essayes de sauver tout le monde. Ouais. Et donc clairement, je me souviens à cette époque, j'étais insupportable avec la famille, notamment mes sœurs, qui n'ont pas eu la même expérience par rapport à la mort de mon père, mais je me souviens, genre, là, quand je me revois à cette époque, là, pour le coup, j'ai des souvenirs accessibles. Je suis en mode, mais oh non, genre, ça me dégoûte. J'étais exécrable, quoi. Parce que j'avais pas la posture. J'avais pas la Oui, posture. je vois. J'avais juste les outils et je pensais que j'allais conquérir le monde avec ça. Mais une fois que j'ai vraiment acquéri ce truc et je pense que c'est beaucoup venu de mes pratiques, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de méditation, beaucoup de pleine conscience. Je pense que je me suis apaisé avec la part de moi qui veut sauver tout le monde et j'ai, du coup, accédé à ce truc qui est hyper important selon moi dans le coaching et dans la posture de: «Je suis pas là pour sauver la personne, je suis pas là pour donner des trucs qui sont pas demandés». Donc je suis Mmh. vraiment juste là comme un miroir et une ressource pour aider la personne à détricoter elle-même ce qui se passe dans sa tête parce elle a les réponses quelque part. Elle a tout le savoir déjà en elle. Et moi, mon taf, c'est pas de lui dire quoi faire, c'est de l'aider à choisir elle-même ce qui semble le plus pertinent. Et quand ça s'est plus incarné dans mon expérience et dans la manière de faire les choses, je pense que c'est là où ça a changé les choses dans mon entourage. C'est que du coup, je suis redevenu juste une personne qui pilote son bateau et tu débloques ce truc de quand tu incarnes toi-même les choses et que tu fais les choses pour toi et qu'il y a des changements, et cetera, ça devient une sorte d'exemple qui rayonne et qui fait que des gens commencent ensuite à te poser des questions et te demander du soutien. Mmh. Et ça, je pense que, notamment dans ma famille, c'est ce qui se passe, c'est que juste, il y a une expression anglaise qui le dit, c'est pas talk the talk, c'est walk the walk. Donc c'est pas juste tu parles le truc, c'est bah non, je suis pas en train d'en faire des caisses, je suis en train de faire mon chemin. Mmh. Et les gens te suivent quand tu fais ça. Donc je pense que ça c'est là où j'ai commencé à voir qu'il y a un impact Ouais, positif, que ça peut aider d'autres gens à bouger, que ça peut inspirer. C'est ouais. quand j'ai arrêté de vouloir sauver tout le monde et que je me suis juste dit: «Bah, déjà, si je m'occupe de moi et que je fais les choses bien, Mmh. il y a des gens à qui ça va parler et tchallah, quoi». Ouais, et comment ça s'est passé, ton
ton évolution, alors, est-ce que ça a été hyper smooth par rapport à ton évolution? Parce que tu es passé de: «J'ai une vie, je suis en cabinet de conseil, je travaille à la défense, je fais du marketing avec un super, diplôme et cetera», à: «Je vis ma vie, je me laisse porter par ce qui me donne aussi envie, je fais mes expériences» et cetera. Donc c'est quand même 2 choses qui sont aujourd'hui, on peut les qualifier un peu d'opposés quand même. Oui. Hem Comment est-ce que, est-ce que ça s'est passé? Alors toi, je pense que ça s'est fait naturellement, mais avec, ton entourage, est-ce que tu as vu qu'il y avait des choses qui avaient changé, qui ont évolué dans un sens ou dans l'autre? C'est quoi un peu ton retour là-dessus? Bah, effectivement, dans mon expérience personnelle, ça a été hyper smooth. C'est-à-dire qu'il y a pas de grande rupture de un jour c'est comme ça, le Mmh. lendemain c'est comme ça. C'est vraiment juste comme si j'enlevais des couches d j'ai pas Ouais. l'impression que c'est rajouter des couches à l'oignon, c'est vraiment en enlever. Mmh mh. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'accède à, quelque chose qui est tellement plus incarné et ressemblant à qui je pense être, en tout cas aujourd'hui, Mmh. mais qui a fait écho à plein de choses de mon passé auxquelles je pense j'avais pas accès parce qu'il y avait toutes ces couches que j'avais accumulées de ce que la société me Ouais. dit que je dois être. Et ça, du coup, on les a enlevées petit à petit, à mon sens, avec, enfin, dans mon expérience de vie, c'est ça qui s'est passé. Par contre, effectivement, avec ces basculements, il y a plein de groupes d'amis avec lesquels je résonne, en tout cas, on vit dans des mondes très différents. J'ai encore un groupe de potes de Dauphine. Clairement, je suis l'anomalie dans le groupe. Mmh. Et je pense que ça a pas toujours été facile pour moi d'exister dans le groupe, d'autant plus que des nanas, je suis le seul mec. Mmh. Donc il y a plein de moments où enfin moi j'avais envie de garder le lien, j'adore ces personnes, vraiment je les aime profondément, mais juste on n'est pas dans le même monde, quoi. Ouais. Par contre, en tout cas, je pense que ce qui joue, c'est que, comme je te le disais beaucoup plus tôt dans nos conversations, je suis quelqu'un d'assez facile à vivre, très ouvert. Le coaching, je pense, m'a donné cette posture de non-jugement aussi qui fait que je les aime même en étant en désaccord sur certains points. Et de plus en plus, j'arrive à me sentir bien dans ces groupes alors que nos vies ne se ressemblent pas. Ouais. Mais heureusement, parce que sinon, les seuls endroits où je pourrais exister, c'est des entre-soi. Et c'est pas ça qui, à mon sens, nous fait grandir d'être dans de l'entre-soi. On a besoin d'argumentaires opposés, on a besoin de friction. C'est ça qui fait qu'on développe aussi nos manières uniques de voir les choses et de voir le monde, Ouais. notre pensée critique. Donc je tiens beaucoup à ces groupes, mais effectivement, j'ai des groupes sociaux très différents. Genre, j'ai mon Mmh. groupe social entrepreneur, des gens qui sont là avec des projets, qui ont de l'ambition, qui veulent faire des gros trucs, etc. Et j'ai des groupes anarchistes, écolos hyper radicaux, enfin, selon la définition classique qu'on donne de ces gens-là. Et pour moi, c'est pas comme ça que je les définis, mais tu vois, il y a des moments de mon aventure, je suis en mode lancement de formation, je fais un lancement à, je sais pas, 30 000 – 40 000 € de chiffre d'affaires sur la semaine de lancement, ce qui est un chiffre plutôt OK pour un lancement. Le lendemain, je suis au fin fond de la forêt en Dordogne à construire une cabane autonome pour une amie à moi qui veut pas faire partie du réseau et qui veut être autonome en eau, autonome en électricité. Heu, enfin voilà, tu vois? Genre, c'est pas le Ouais. même monde. Mmh. Et il y a des moments où ça a été très dur pour moi, Ouais. mais de plus en plus, en fait, je suis OK Ouais. d'être les 2, parce Tu que je arrives à suis les faire 2. cohabiter, ouais. Mmh. Les 2 m'inspirent. Et je trouve que c'est ce qui donne aussi, tu vois, tout au début, on parlait de la spécificité de notre manière d'accompagner. C'est ça, en fait. C'est que Mmh. ces 2 coexistent. On essaye de toujours trouver les endroits où ça se rencontre et la légitimité des 2 dans les grands combats qui sont ceux de notre société aujourd'hui. On a besoin de gens qui décident de «boycotter le système» entre guillemets et de faire rupture, Ouais. tout comme on a besoin de gens qui se battent à l'intérieur pour le Mmh. faire changer. Là où normalement ces 2 catégories de personnes ne se parlent pas et presque se détestent dans certains cas, moi j'essaie d'être le pont entre les 2. Ouais. Et on essaie d'être le pont entre les 2 avec notre manière de penser l'entrepreneuriat. Donc, je sais plus ce que c'était ta question, mais je l'ai pas super bien vécu à certains moments d'être un peu, l'ovni dans mes groupes en fonction de à quel moment j'ai été dans ce groupe parce que ma Ouais. vie était différente à ce moment-là, mais je le vis de mieux en mieux et je crois que les autres le vivent de mieux en mieux parce que dans la plupart de mes groupes, je suis la personne qui fait partie, parce que du coup on m'accepte comme membre. Ouais. Et en même temps, je suis la personne qui vient remettre en question toutes les
préconception du monde de ces groupes-là. Mmh. Et j'adore être cette personne. J'adore ramener les débats politiques sur la table quand tout le monde a le même avis politique et je suis le seul à avoir un autre avis. Enfin voilà, j'adore faire ça. Et du Mmh. coup, les gens sont toujours super intéressés par ce que j'ai à raconter parce que je fais les choses très différemment de tous les gens dans mes Ouais, différents cercles de potes, de chaque côté de l'équation d'ailleurs. ouais. Mais, tu vois, c'est avec ce discours-là que tu avais notamment dans le podcast de Romain, je crois, où tu disais que, ben, Mmh. il peut y avoir les 2 opposés, mais on n'est pas obligé d'être opposés, on peut se retrouver au milieu et c'est là où je me suis dit: «Mais waouh!» c'est un truc qu'on entend tellement peu. Il y a Mmh. trop souvent, tu vois, ce discours de: «Faut que tu choisisses ton camp», entre guillemets. Mmh. Et là, je me disais: «Waouh, on n'entend pas ça, il faut absolument, qu'on aille creuser cette chose-là», donc c'est trop chouette. C'est trop chouette et comment est-ce que tu fais, hem, pour entretenir justement un peu, cette, entre-deux? Alors ça veut pas dire que tu n'as pas d'opinion, au contraire, mais comment est-ce que tu fais pour entretenir cette posture de: «J'accepte l'autre» et un peu cette posture de coach, du coup, parce que pour moi, c'est quand même, notre, rôle, hein, d'être dans cette, acceptation, de chaque position. Mmh. C'est quoi toi ton tes réflexes pour, justement entretenir cette posture-là? Une des choses que j'aime beaucoup faire, qui est pas facile, hein, mais j'aime vraiment beaucoup, c'est essayer de m'intéresser aux 2 côtés d'un débat. Mmh mh. Là, par exemple, en ce moment, je suis sur un projet de livre qui tourne autour de l'entrepreneuriat, de l'écologie et je lis à la fois des livres qui sont en mode critique du capitalisme et à la fois des livres qui sont critiques des mouvements écologistes français. OK. Donc, par exemple, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le Péril vert, qui est écrit par le mec qui fait l'économie sur la chaîne LCI. Donc, OK. globalement, c'est une vision, bonne grosse vision de droitard, économie, qui chie sur les écolos, tu vois? Mmh. C'est très dur à lire Ouais, parce j'imagine. qu'il y a plein d'endroits où je trouve que c'est absolument pas fouillé, argumenté, et cetera. Mais c'est un exercice, enfin, c'est un challenge mental pour moi de me dire: comment je fais pour me mettre dans la peau de ces gens-là et voir le monde comme ces gens-là, pour ensuite pouvoir incarner ce en quoi je crois, mais avec un regard plus global qui est pas juste, voilà, les arguments que j'ai Ouais. pris dans l'entre-soi et que je recrache tel quel. Mmh mh. J'essaye de nourrir un discours plus nuancé et en acceptation et comme tu dis, je pense qu'il y a une part de posture de coaching là-dedans qui est que si j'invalide la manière de la personne en face de moi de voir le monde, j'ai perdu l'argumentaire avant même qu'il commence, parce qu'on rentre plus dans une réflexion rationnelle, de réflexion sur le monde. On rentre dans une opposition émotionnelle de: «J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, non toi tu as raison, Ouais. enfin moi j'ai raison» et si la conversation bascule là-dedans dès le début, c'est perdu pour toujours, parce qu'on est campé sur nos positions. Mmh. Bon, ça, c'est la théorie. J'y arrive pas tout le temps. Évidemment que j'y arrive pas tout le temps, surtout que les sujets sur lesquels, on met de la valeur dans nos accompagnements et dans ce que j'essaye de faire avec, une posture politisée de plus en plus présente dans notre entreprise, bah, c'est des sujets, en fait, qui sont émotionnels, qui me tiennent à cœur. Avec l'écologie, on parle quand même de la disparition de notre espèce et de la survie de nos enfants Mmh mh. et du fait qu'on pourra plus respirer comme on respire aujourd'hui, que l'eau sera polluée, qu'il y aura plus d'eau, ce qui arrive déjà dans des villages en France. Genre, évidemment que c'est émotionnel. Ou pareil, quand on parle de racisme et ce qui se passe avec Israël-Palestine et le fait que c'est un génocide et les gens ne disent pas les mots et tout le monde cache ça sous le tapis. Genre, évidemment que c'est émotionnel quand des millions de gens sont liquidés comme si c'était des insectes et quand tu as quelqu'un en face qui n'entend pas ça, genre, c'est fou. Ouais. Donc, j'y arrive pas tout le temps. Mais ça m'inspire d'y arriver de plus en plus. Mmh. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est OK que ce soit pas le cas de tout le monde parce que j'ai vraiment envie de rappeler des gens qui vont juste avoir une dimension militante de dire genre non et de faire barrage et de pas parler à l'opposition. C'est hyper important à un certain endroit du combat. Et moi, ça m'inspire d'être l'autre partie importante qui est de créer des espèces de dialogues, d'aller comprendre, de prendre une posture plus basse, etc., etc. Mmh. Mais ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est du C'est taf. vachement dur. C'est vachement dur. Et souvent, j'ai des moments, là par exemple, il y a un des sujets que j'ai pas suffisamment creusé, mais qui est mon nouveau sujet, pensée systémique du moment. Ouais. Je commence à lire, des bouquins sur, le racisme systémique
Et là, je suis en train d'en lire un qui s'appelle, enfin, je sais plus le titre, mais le sous-titre, c'est comment les progressistes blancs, donc c'est-à-dire les gens comme nous qui se disent un peu éduqués, qui s'instruisent sur tous ces trucs-là, contribuent à maintenir la violence raciale dans nos sociétés. Mmh. Du coup, genre, c'est un livre, je me prends gifle sur gifle, Ouais. et en ce moment, je fais une pause parce qu'en fait, je suis juste déjà, par les autres pans de ma vie, éclaté de fatigue, il se passe plein de trucs hyper intenses. Je suis pas capable d'encaisser Ouais. le fait de déconstruire et de remettre en question encore un truc sur lequel la société m'a construit. Donc en ce moment, je fais une pause de ça parce que j'ai juste pas les moyens. Ouais. Et ça, c'est dur à faire. Quand tu as une posture de plus en un peu militante comme celle que j'ai et qu'on a dans l'entreprise, c'est dur d'accepter de pas faire Mmh. les choses parfaitement sur ces sujets, d'être Pas encore, un peu parce que c'est une pas question de encore. temps finalement. Et puis, je ne le serai Ouais. forcément jamais. Ça, Mmh. c'est pareil, tu vois, le féminisme, c'est un truc hyper important pour nous dans la boîte, mais j'ai la peau, j'ai le costume de l'oppresseur. Je suis un Mmh. mec blanc, cisgenre, hétéro, Tu tout qui a pour toi. grandi avec tous les privilèges du monde, c'est vrai. Ouais. Mmh. Donc Bah, oui, oui. forcément, je ne peux jamais vraiment partager l'expérience de ce que c'est d'être une femme qui a grandi dans un système patriarcal. Donc Mmh. évidemment que ma construction sociale fait que je suis incapable d'être parfait sur ce sujet. Ça n'existe pas. Mmh. Je fais de mon mieux, je fais des Ouais. conneries, j'accepte d'écouter et d'entendre les feedbacks qu'on me fait et je suis vraiment demandeur de ça, mais je fais des conneries Mmh. et c'est dur. Je sens, genre, c'est un truc que je travaille avec ma psy. Il y a une partie de moi, j'aime bien, il y a une réflexion psychologique qui s'appelle les parts intérieures, qui est du coup qu'on ait plein de petites parts en nous qui communiquent et qui négocient et que chacune a ses propres enjeux, besoins, obsessions, etc. Et moi, j'ai une part qui veut être parfait sur tout. C'est cette part qui me dirigeait quand j'étais à GEA et que je voulais plaire à tous les profs. Mmh mh. Cette part de moi, le féminisme, c'est devenu son arme pour me faire culpabiliser, tu vois. C'est en mode, cet endroit-là, t'es pas un bon féministe. Cet endroit-là, t'es pas un bon allié. Cet endroit-là, t'as fait de la merde, etc. Cette charge mentale, elle est immense Ouais. et elle est beaucoup moins grande que la charge mentale des femmes dans ce système patriarcal, clairement. Mmh. Mais c'est quand même dur à vivre quand on a envie de bien faire. Ouais. Enfin voilà, je suis parti loin, mais C'est hyper j'avais dit, je intéressant. trouve bien Le client pour problème, parler. c'est que ça ouvre sur d'autres conversations que j'ai envie de mener, mais nous allons manquer de temps. Tout à fait, tout à fait. Donc Je t'avais prévenu, il faut m'arrêter. je me retiens de rebondir là-dessus, mais en tout cas, c'est hyper inspirant, c'est hyper intéressant parce que justement, même quand on est conscient qu'on n'est pas au max peut-être de ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on pourrait apporter et cetera, le fait déjà d'en être conscient, c'est énorme et le fait de vouloir progresser quand même à son rythme aussi, en faisant bien attention Oui, à son écologie, c'est hyper important et c'est ce que moi, je retiens en fait de tout ce que tu viens de dire aussi. C'est de se dire: «OK, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer», mais aussi de se dire: «OK, est-ce que je me sens à la bonne place aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, pour le faire?» Et pour pouvoir, être, moi-même en forme, parce que l'objectif, tout c'est de à se fait. préserver aussi. Et c'est là où du coup, il faut faire rupture avec ce discours purement, société capitaliste de être la meilleure version de soi. Mmh. Si on peut être un peu plus aligné et un peu plus, entre guillemets, «performant», mais j'aime pas ce mot, mais en tout cas avancer un peu plus chaque jour vers Ouais. ce qu'on a envie de faire, grave. La meilleure version de soi-même, c'est un mythe, on l'atteindra jamais, quoi. Ça n'existe pas. Et Ouais. tant qu'on est en train de se comparer avec cette version future qui n'existe pas, on se Mmh. voue à être malheureux au quotidien. Donc, je Ouais. pense que c'est ça le truc. Et ce serait pas féministe, d'ailleurs, de vouloir être le féministe parfait. Parce que le féminisme, c'est justement ce truc de soin, de prendre conscience de notre écologie interne, etc. Du coup, Ouais. ce serait une opposition qui est dure à tenir mentalement, d'ailleurs, mais ce serait pas féministe de Ouais. vouloir être féministe parfait. C'est En clair. vrai, Non, la recherche d'être plus aligné, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus, important aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a envie, là, maintenant, tout de suite, ouais. pour soi Et on aussi va et pour les osciller. autres. Il y a des fois, on le sera, il y a des fois, on le sera Ouais. pas. Et on essaiera de revenir, et c'est OK. Ouais, totalement. Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là-dessus, même si, l'envie de poursuivre est très forte. En tout J'accepte. cas, je te remercie encore une fois Thomas d'avoir, accepté, mon invitation. Si les personnes ont envie de te, découvrir, redécouvrir, c'est où le meilleur endroit? Alors, pour me découvrir
et rentrer un peu dans notre univers, je pense que la meilleure porte d'entrée, c'est le podcast Young, Wild and Freelance. Soit vous commencez par le début, mais c'est Thomas de 2019 qui parle, donc j'ai bien cheminé depuis. Vous saurez situer à peu près où j'en étais en écoutant et en ayant écouté cette conversation. Soit vous commencez par la fin, et ça, c'est des épisodes de maintenant. Donc ça a beaucoup changé entre-temps. Mais il y a 105, 110 épisodes, donc des heures et des heures de contenu. Donc ça, c'est un endroit. Pour fouiller un peu plus vraiment juste ma pensée, la newsletter, c'est un bon endroit. Chaque semaine, j'envoie un mail où j'essaye de faire ces 3 blocs: business, épanouissement individuel, pensée systémique. Mais si ça, c'est un trop gros pas pour vous de vous inscrire et de vous donner mon adresse mail, LinkedIn et Instagram sont les endroits où je prends le plus la parole. Donc, le podcast, à la limite, j'existe même pas. Vous écoutez, vous faites votre vie, c'est très bien. Discutez ensemble, LinkedIn, Insta. Engagement encore plus grand, vous me donnez votre adresse mail, c'est la newsletter. Comme ça, il y a 3 niveaux d'engagement, les gens choisissent ce qui C'est leur correspond. parfait. Chacun se sert, c'est comme au buffet. Exactement. Nickel et merci beaucoup Thomas, puis je te dis à très vite alors. Merci Julie, c'était un plaisir. Merci, ciao.